Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver ce soir pour notre dernière émission de la semaine avant le week-end. Allez, sommaire. Au programme du dernier numéro de la semaine de la Grande Team, l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Ligue des champions CAF, que doit faire Julien Chevalier pour assurer la qualification? On en parle en actu. Excellente soirée sportive et bon début de week-end sur la 3. Voilà la question LGT de ce soir, Ligue des champions CAF. Que doit faire Julien Chevalier pour assurer la qualification, bien sûr la qualification de l'ASEC Mimosa? Pour participer à l'émission, le numéro de téléphone de la 3, le 27 21 59 93 99, toujours précédé bien sûr de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Et aussi, vous pouvez continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Bon, ce soir, je serai donc accompagnée de Dago Charles. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Vous êtes dans les couleurs déjà de la SEC. Ah ouais? Comme si vous ne saviez pas. Bon, pas. enfin, c'est vrai, c'est pour faire plaisir à un ami là, à Taguium qui est aux États-Unis, grand sportif de la SEC Mimosa. D'accord, en tout cas, ravi de vous retrouver ce soir pour les 90 minutes d'émission. Coach Koneyaya, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Vous allez bien? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. D'accord, et aussi Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et Henri-Joël, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et bien sûr, puisqu'on parlera de l'ASEC ce soir, nous avons donc avec nous Monsieur Kane Metou, responsable communication, Comité national d'action et de coordination. Bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Merci de nous accueillir. C'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Et vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec d'autres membres du Mur Jaune. Bien sûr. Qu'on va saluer, bien sûr. Bon, vous savez quoi? Saluez-nous, saluez s'il vous plaît les téléspectateurs de la Grande Team, comme vous savez si bien le faire. Voilà, on y va, le Mur Jaune. Merci beaucoup. Voilà, ça annonce donc de belles couleurs. Pour ce soir, surtout les couleurs jaune et noir, c'est ça, n'est-ce pas? Allez, on part pour LGT News et après on se retrouve sur le plateau de la Grande Team pour le débrief. À tout de suite. LGT News. Voilà, donc de retour sur le plateau de la Grande Team. Je vous redonne la question LGT. On parlera bien sûr de l'ASEC dans l'actu de ce soir dans quelques minutes. Ligue des champions CAF. Que doit faire Julien Chevalier pour assurer la qualification? Alors pour nous joindre, le 27 21 59 93 99, on ouvrira donc le téléphone dans quelques petites minutes. Mais pour l'instant, continuez de toujours nous écrire sur la page Facebook de la 3. Débrief des news à présent. Dago Charles, avec vous. On parle du joueur sénégalais, du joueur défenseur Arouna Sangaté. Oui, Arouna Sangaté qui s'est mal conduit. Parce qu'il faut reconnaître que le football est une école où on respecte tout le monde. On respecte même la loi, les règlements, un peu de tout. Et déjà, on dit que quand on est africain en Europe, ce n'est pas déjà facile.
Déjà parce qu'on est face à toutes ces rareries là. Déjà, je pense qu'avant-hier, certains ont suivi ce qui est arrivé à Orella du côté de Minas, où on l'a hué par rapport au cri des singes. C'est pas déjà évident pour nous, les Africains, les Noirs en général, de nous imposer en Europe. Et lui, un jeune joueur, il arrive, il veut snober les policiers, les flics pour un contrôle. Et donc, il a été mis en garde à vue. Et puis bon, après, les uns et les autres ont intervenu, c'est-à-dire les dirigeants, pour qu'on le libère. Donc je voudrais profiter de l'occasion pour dire aux jeunes gens, déjà de savoir d'où ils viennent, qu'il est important de penser à la famille, au pays. Parce que là, pour un oui, pour un non en Europe, tout de suite tu es au tribunal, tu peux perdre ton contrat, on peut tout résilier, et puis tu te retrouves en Afrique. Exactement. Et tu vas te mettre à regretter. Beaucoup d'anciens footballeurs que je connais ont raté leur carrière comme ça, ils sont entrés. Aujourd'hui, c'est difficile pour eux. Donc, je voudrais profiter de l'occasion pour dire aux jeunes gens de ne pas se comporter comme ça. Nous sommes à l'étranger, ce n'est pas évident. Déjà pour nous, et si on doit aller maintenant snober et braver les policiers, ça sera difficile pour le reste. Exactement. On poursuit avec vous, hein, Jean-Philippe. Oui, pour parler d'un autre phénomène africain qui évolue sur le continent européen, Brahim Diaz. Voilà, on dira simplement que c'est la 4e roue du carrosse Real Madrid cette année. Malheureusement pour le néo international marocain, il est barré par des garçons d'une très grande valeur, Bellingham, Vinicius Junior et Rodrigo, mais ça ne l'empêche pas quand même de réaliser de magnifiques performances lorsqu'il a la confiance de son coach Ancelotti plutôt, et cette confiance-là donc a débouché sur une révalorisation de sa clause libératoire qui était à 25 millions d'euros. Elle est passée, je dirais, un parcours assez atypique. Ce garçon qui est né à Malaga, qui est passé par Manchester City et qui est venu au Real Madrid, ensuite qui a été prêté au Milan AC. Mais on le voit comme ça, mais il a quand même un très beau palmarès parce que depuis la saison 2017-2018, chaque saison il remporte un trophée. En 2017-2018, il a remporté la Première Ligue avec Manchester City. La Liga espagnole, quand il est revenu au Real la première fois en 2019-2020, sans être forcément titulaire. En 2021-2022, il est parti remporter la Serie A avec le Milan AC, qui n'avait plus remporté le Scudetto depuis de très nombreuses années. Et l'année qui a suivi, il a remporté la Super Coupe d'Espagne à 2 reprises. Il a remporté la Coupe de la Ligue anglaise et la Community Shield. Cette année, il est très bien parti avec le Real Madrid pour remporter une seconde Liga. Ils sont toujours en course en Champions League. Voilà donc Brahim Diaz qui a réussi son pari de revenir au Real Madrid et de s'y imposer. Exactement. On poursuit avec, parlons déjà du feuilleton camerounais par rapport au sélectionneur Marc Brice. Donc, coach Koléaï, on commence avec vous. Oui, Marie-Christine, ce qui se passe là du côté du Cameroun, assez rocambolesque, parce que, voilà, c'est inédit, on pourrait le dire, de voir la FECA Foot et le ministère des Sports, voilà, s'est tiré là-dessus. Par rapport à ce nouveau sélectionneur belge qui doit bientôt venir prendre la sélection camerounaise. Du côté de l'Africa Foot et de son président Eto'o-Fils, bien entendu, pour eux, ils n'ont pas été consultés lors de la prise de décision voilà, pour ce nouveau sélectionneur. Du côté du ministère, c'est un autre son de cloche. Le ministère, à travers voilà, son conseiller qui soutient Mordicus, que voilà, le président de la FECA Foot, Eto'o-Fils, était bel et bien informé voilà, quant à la sélection de ce nouveau sélectionneur. Oui. Donc voilà, donc franchement c'est assez déplorable, assez désolant de voir que voilà, aujourd'hui au Cameroun, ça fait sujet. Chacun de son côté, il va de son commentaire. Mais bon, ce que je veux dire, voilà, logiquement, en toute logique, il y a un président des fédérations. Et nous savons tous que, normalement, c'est le président de la fédération qui est habilité à donc, au niveau des sélectionneurs, à faire le choix au niveau des sélectionneurs. Mais là, on se retrouve dans un cas où, sur le ministère, ça devient politique, où le politique se mêle au football. Ce qui n'est pas du tout souhaitable voilà, dans le football. Mais bon, le ministère soutient que c'est eux qui financent la sélection nationale. Donc, de ce point de vue, ils ont donc leur mot à dire. Donc, vraiment, c'est un chapitre que nous souhaitons rapidement que vraiment l'Africa Foot, le ministère des Sports camerounais puisse trouver une solution. Mais déjà, le sélectionneur est annoncé. Voilà. Je crois qu'il doit être au Cameroun à partir du 13 avril. Bon, je me demande comment est-ce que la collaboration va se passer. Bon, en tout cas, le nouveau sélectionneur est déjà attendu le 12 avril 2024 au Cameroun, n'est-ce pas
Henri Joël. Je suis curieux de savoir comment il va travailler. Hein. Connaissant Eto'o, vu que voilà, il estime n'avoir pas été associé au choix du Belge quant à son poste de sélectionneur avec les Lions indomptables. Donc, lui étant président de la fédération, je me demande comment ça va se passer. Ah oui. Parce que nous avons été toujours habitués à avoir un président de fédération au cours d'une conférence de presse annoncer la signature d'un sélectionneur. Donc là, ce n'est pas courrier que nous apprenons et pas... Ce courrier ne vient même pas de la FECAFOOT parce que derrière, la FECAFOOT a réagi en disant qu'ils ont aussi appris au même moment que tout le monde, la signature ou peut-être la nomination de Marc Brice. Donc, arrivé le 12, je me demande où il va partir. Est-ce que ça sera au ministère des Sports? Il aura ses bureaux. Il aura ses bureaux ou est-ce que ça sera au niveau de la Fédération camerounaise de football? Alors, il y a une vidéo qui a circulé puisque dans son staff, il y a Kanabik qui doit travailler avec lui, qui est un ex-international camerounais. Il a été félicité par l'autre Oman Bik. On a vu une vidéo où les deux se congratulaient à la suite de cette nomination. En face, on a quand même des ex-internationaux qui n'ont pas encore réagi, notamment Roger Mila, qui n'a pas encore dit son mot par rapport à ce qui se passe, Joseph-Antoine Bell, qui n'a pas encore parlé. Donc, on attend un peu de voir, parce que là, on sent que ça va créer forcément quelque chose, ou peut-être une division entre les anciens joueurs et aussi entre, bon, déjà la division, elle est là, entre le ministère et la FECAFOOT. Donc, ça peut aller un peu plus loin, puisqu'on a des ex-internationaux qui sont avec le nouveau sélectionneur et qui sont avec le ministère, si on peut le dire comme ça. Et puis peut-être certains qui prendront parti pour Samuel Eto'o. Donc, ce n'est pas fait pour arranger le football camerounais, ce n'est même pas fait pour donner une bonne image aussi au football africain dans son entièreté. Ça, c'est clair. Vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Oui, déjà, Antoine Bell s'est exprimé, je crois, hier. Et je pense qu'il a plus penché du côté du choix du ministre parce qu'il a dit que lui, il a remporté la première CAN en 1984 en Côte d'Ivoire avec un entraîneur novice qui était, je crois, Claude Leroy, qui était en difficulté en Europe et qu'il faudrait donner sa chance à Marc Brice. Mais au-delà de toute cette situation, moi je m'interroge sur la fonctionnalité même de l'équipe nationale du Cameroun. Est-ce à dire que Marc Brice et son staff vont concevoir un plan, je dirais, de préparation de l'équipe nationale du Cameroun et ils vont soumettre ce plan directement au ministre? Ça veut dire que c'est le ministre qui va devenir l'interlocuteur premier. Mais là où c'est un peu dangereux pour le ministre, c'est qu'en cas d'échec de Marc Brice, il mettrait également sa position, je dirais, en jeu. Et je pense que c'est peut-être cette situation que veut éviter Samuel Eto'o en attirant déjà l'attention de l'ensemble de la population camerounaise pour leur signifier qu'ils n'étaient pas d'accord avec le choix de cet entraîneur. On sait que l'intérêt national a toujours primé du côté du Cameroun. Tant que le ministre ne revient pas sur sa décision, Marc Brice sera, qu'on le veuille ou non, installé en tant que sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Maintenant, il va devoir démontrer toute sa capacité à pouvoir survivre, entre guillemets, je dirais, au tempérament de Samuel Eto'o et à son ingérence surtout au niveau de l'équipe nationale, ingérence qui a existé au temps de Rigobert Song. Est-ce que Eto'o aujourd'hui serait enclin à ne pas intervenir dans le choix des joueurs, dans les choix tactiques et de discuter avec l'entraîneur sur certains éléments? Là, ce sera le gros point d'interrogation, mais je suis convaincu que Marc Brice sera là le 13 et il va prendre l'équipe nationale du Cameroun. Le 12 avril. Pas le 13, le 12 avril. Oui, Kane, vous voulez dire quelque chose sur cette situation au Cameroun? Oui. Oui. En fait, je suis un peu... Je tombe des nues quelque part. Parce que je me dis que il y a tout un mécanisme. Voilà. Le choix d'un entraîneur doit suivre un processus. À ma connaissance, je ne suis pas expert en la matière, mais je pense que c'est le président de la fédération qui sort une liste et fait un premier tri, soumet cette liste-là, de nominer en quelque sorte au ministère, puisqu'en dernier ressort, c'est à ce niveau que tout se valide. Mais je pense que quand cela n'a pas été fait, la dangerosité de la situation vient du fait que tu deviens le premier responsable de toute dérive derrière. Dans ce cas, vous voyez, le président de la fédération sort blanchi parce qu'il n'est pas comptable du résultat, parce qu'il n'est pas comptable du choix en amont. C'est ça qui est le premier problème. Le second, c'est que la crainte, et ma crainte, c'est que
certains joueurs ne veuillent plus répondre à l'appel de la fédération pour un certain nombre de cas. Parce que ne nous voilons pas la face. Samuel Eto'o, quand même, à un moment donné au Cameroun, a été l'une des figures emblématiques du football camerounais. Bien sûr. Il a été l'un des symboles du football camerounais. Pour ne pas dire qu'il a hissé du moins haut les couleurs du football camerounais. On se souvient encore en 2005, quand il nous a fait dormir à 19h, à 19h. Voilà. Et c'est tous. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a une grande partie du Cameroun qui se reconnaît en l'homme. Et ma crainte est à ce niveau. Je ne suis pas expert en la matière, mais ma crainte est à ce niveau. Voilà, c'est ce que je voulais dire en tant que novice. En tout cas, vous avez ajouté de très bonnes choses. Oui, Dago Charles. Non, moi, je suis étonné du comportement, rapidement, du comportement du ministre. Parce que j'ai l'impression que chez eux au Cameroun, il n'y a pas cette délégation de pouvoir aux fédérations. Chez nous, ici, de par nos tests, le ministère délègue son pouvoir aux fédérations. Ça existe. Non, je crois que ça existe. Bon, donc si ça existe, oui. Ça veut dire qu'ils outrepassent. Voilà, ils l'outrepassent. Voilà. Et donc, à ce niveau-là, on va tout droit dans une normalisation du côté du Cameroun parce que ce n'est pas propre ce qu'ils font alors. D'accord. En tout cas, Mac Brice, le nouveau sélectionneur, est attendu au Cameroun le 12 avril 2024. Bon, passons à présent à ce qui crée le buzz, et c'est dans Sa Buzz. Ronaldo. Ronaldo ne cesse d'étonner le monde sportif avec les performances. Il vient une fois de plus de rentrer dans l'histoire du football mondial. Plus de détails avec ce élément vidéo. On regarde. Mardi dernier, Cristiano Ronaldo a inscrit son deuxième coup du chapeau en l'espace de 72 heures lors de la large victoire 8-0 de son équipe Al Nasser qui a affronté Abba dans le championnat saoudien. C'est le 3e triplé de la saison pour l'attaquant portugais et le 65e de sa carrière. Une performance qui fait de lui le joueur qui a réalisé le plus grand nombre de coups du chapeau au XXIe siècle, soit près de 2 fois plus que Robert Lewandowski. Le seul Brésilien de la liste du top 10 est Neymar, classé 6e avec 21 triplés. A noter que ce classement a été effectué selon une étude de Rodolfo Rodriguez, journaliste spécialisé dans les données sportives. Voilà, Cristiano Ronaldo, décidément un phénomène, est-ce qu'on peut le dire, Jean-Philippe? Mais Cristiano, il ne fait que repousser les limites de ce qui est normal. Et je pense que c'est ce qui fait mal à ceux qui ne l'aiment pas. C'est ce qui fait mal à ceux qui préfèrent Lionel Messi dans son style de jeu. Vous voulez parler de Dago? Oui, mais bien sûr, suivez mon regard. Merci. Qui est allé tout simplement s'enterrer du côté des États-Unis où il n'est même pas capable d'enchaîner 2 rencontres. Savez-vous ce qu'il y a de particulier dans la statistique de Cristiano Ronaldo? C'est que je crois, depuis ses 30 ans, il inscrit plus d'une vingtaine d'hat-tricks. C'est le joueur qui a réussi le plus d'hat-tricks au monde. Mais imagine, depuis ses 30 ans, il inscrit plus d'une vingtaine de hat-tricks. Ce qu'aucun joueur au monde a réussi à faire. Et donc, c'est un garçon qui travaille, peu importe l'endroit où il se trouve, peu importe l'environnement dans lequel il se trouve, il a su maintenir un très haut niveau de professionnalisme. On l'a vu chez certains joueurs qui se démotivent lorsqu'ils sortent de leur cocon. Ouais. Ils quittent un endroit où ils sont à l'aise, ils vont ailleurs, et puis on a l'impression qu'on n'a plus affaire aux mêmes hommes. Donc il faut quand même lui rendre les honneurs qu'il mérite. C'est vrai que pour des raisons peut-être commerciales, pour des raisons peut-être marketing, au niveau de certaines instances internationales, le garçon était censé privé de certains titres individuels. Les gens ont voulu le faire entrer dans une comparaison pour l'humilier, mais les statistiques sont là, elles le prouvent, elles parlent pour lui. C'est le meilleur buteur de toute l'histoire du football, c'est le meilleur buteur en activité, c'est un très grand professionnel qui a su mettre la lumière sur une zone du monde où le football était certes pratiqué mais n'était pas visible, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite. Ouais. Beaucoup de personnes ont eu à dire que oui, l'arrivée de jeunes attaquants dans ce championnat, avec Aïb Benzema qui partait là-bas, avec Brozovic et tout, on allait voir son vrai niveau, il allait se faire éteindre, il y avait d'autres grandes équipes, il est le meilleur buteur encore de ce championnat. Chapeau à Cristiano Ronaldo. D'accord, chapeau donc à Cristiano Ronaldo. Dago Charles, je vous permets d'avoir un droit de réponse, oui? Oh non, je ne vais pas contre ce qu'il dit. Je reconnais que Cristiano Ronaldo est un très grand footballeur. Il n'y a rien à dire. Attendez, on ne gagne pas quoi, 5 ballons d'or quand on n'est pas grand footballeur.
Voilà. Maintenant, après, tout ce qui met là-dessus, comme maquillage, pour moi, c'est pas ça le plus important. Après, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Je peux comprendre qu'il adore Cristiano Ronaldo et moi, j'adore Messi. Parce que pour moi, le football, c'est d'abord du spectacle. Et pour moi, Messi fait beaucoup plus de spectacles que Cristiano Ronaldo. Il marque des buts, il est juste habile. Voilà, il est juste à droite devant les buts. En dehors de ça, aucune créativité. Pour moi, aucune émotion. Pour moi, il n'a rien apporté de nouveau. Abdoulaye Traoré est de loin pour moi beaucoup plus épatant devant que Cristiano Ronaldo. Oui, parce que le football pour moi, c'est me fait battre mon cœur. Là. Quand je quitte chez moi, il veut venir assister à un spectacle. Je ne vais pas venir voir des gars qui marquent des buts. Sinon, on a des buteurs. Moi, je connais le grand frère ici. Je m'excuse, je le dis parce que je prends l'exemple de ce que j'ai vécu. Oui, oui. Père Assonable d'Ali Benoît. Il a marqué plus de 30 buts ici, en championnat. Donc, des buteurs, on en a connus. Mais ceux qui font battre le cœur des gens, qui quittent la maison avec leur famille, tout et tout, pour aller jouir de ce que c'est que le football, ce n'est pas Cristiano Ronaldo pour moi. Donc, il peut marquer 150 buts, 200 buts, mais il ne me dit rien. En fait, il me dit rien. D'accord, bon, ça c'est... Heureusement que c'est pour lui, en tout cas. C'est la vie de Dago Charles. Bon, de toute façon, regardons le top 10 des joueurs ayant réalisé le plus grand nombre de coups du chapeau. Allez, en tête, justement, c'est Cristiano Ronaldo avec un 67. Il est suivi de l'ami de Dago Charles, Lionel Messi. Robert Lewandowski est troisième avec 32. Luis Suarez, 30. Harry Kane, 22. Neymar, 21. Zlatan Ibrahimovic, 20. Erling Haaland, 20 également. Kun Aguero, 18. Mario Gomez, l'ancien du Bayern, 18. Et puis, Klaas-Jan Huntelaar. Aucun Africain dans ce club. 18, voilà, également. Voilà. Aucun Africain. Il n'y a pas de Dalit Benoît dedans. Oui, ce type de statistiques-là, si on suit bien les Européens, et je vais profiter pour dire aux petits frères que le football est d'abord géopolitique. D'accord? Donc les Européens, tout ce que nous faisons, les Européens, pour eux, je m'excuse de le dire, ils pensent que c'est eux qui détiennent la norme sociale. Et donc, tout ce que nous faisons, ce sont eux la référence. Peut-être que tu vas regarder, il y a un joueur en Inde qui a déjà peut-être marqué ce coup de chapeau-là, on va faire 70 fois. Peut-être en Amérique latine, des gens l'ont créé. Il y a des footballeurs comme Djedje Okocha qui a dit qu'il allait créer un dribble. Il l'a fait, mais des gens ont contesté des choses. Donc, quand ça vient de l'Europe, c'est toujours des tops, c'est top. Et si on fouille bien, je suis convaincu que même des triplés, il y a des joueurs en Afrique ici qui ont marqué certainement 10 triplés, 20 triplés. Mais comme on ne les connaît pas, au niveau de la Ligue ivoirienne, on peut trouver. On n'entend pas parler, alors on est là, on est toujours dans cette histoire de ce sont les Européens, En tout cas, moi, je suis convaincu de ça. L'année dernière, ils nous ont dit qu'il y a un footballeur qui avait marqué plus de combien de buts la saison dernière. Et on s'est rendu compte qu'il y a un joueur en Inde, n'est-ce pas, en Inde, qui avait battu ce record-là que les Européens avaient donné. Mais en Inde, comme bon, très bien. Bon, messieurs, on va avancer. D'abord, recadrons le débat. Le sabuzz de ce soir, on parle de Ronaldo. Justement, c'est lui qui crée le buzz avec son coup de chapeau. Donc, on en parle. Oui, coach Koneyaya, je vous écoute. Oui, moi, je pense que Ronaldo, il n'est plus à présenter. Hein. Voilà, je pense que cette comparaison éternelle entre Ronaldo et Messi va toujours exister, va continuer d'exister. Mais je pense que cela n'enlève à rien à ce monsieur. À cet âge, encore continuer à faire des triplés. Pardon, comment on a dit, des hat-tricks. C'est ça, c'est triplé. Voilà, c'est vraiment à saluer. Moi, je salue l'homme Cristiano. Voilà, il reste un grand buteur parce que après le football, ce qu'on retient, ce sont les buts. Merci, coach. Bien sûr. Et on a Haaland avec ses 20 triplés. Bon, il peut être capable aussi de détrôner Ronaldo. Il est dans une bonne équipe, Haaland. Il est dans une bonne équipe. Oui, rapidement. Oui. Je vais finir rapidement. Voilà. Il est dans une bonne équipe. Une équipe où le jeu lui permet d'être toujours buteur à chaque journée. Maintenant, être buteur ou peut-être marquer 3 buts dans un match, c'est pas pareil. Hein. Ouais. On peut être buteur aujourd'hui et puis demain. Même marquer 3 buts dans un même match successivement, c'est pas évident. Donc, oui, il est encore en activité, il est très jeune, il est dans une bonne équipe. Peut-être même il va progresser en allant dans une autre équipe encore intéressante. Ouais. Mais je vois que ça sera difficile. Ça sera difficile de battre le record de Ronaldo. Quand on regarde un peu Ronaldo, c'est le travail. Et partout où il est passé, il a prouvé, il a marqué des buts. D'accord. Ça. Maintenant, est-ce que Haaland sera capable, parce qu'il y a les pépins physiques, est-ce qu'il sera capable de suivre la cadence de Ronaldo jusqu'à 39 ans ou 38 ans? Parce que Ronaldo, il a près de 40 ans. Hein.
Voilà, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que Haaland lui-même dit, s'inspire de Cristiano Ronaldo. Il suit le même style d'entraînement que Cristiano Ronaldo parce qu'il estime que c'est le modèle absolu du joueur de demain. Voilà, il n'est pas dans les comparaisons pour me faire vibrer. Il sait qu'à la fin, comme l'a dit le coach, c'est qui marque les buts. Pour un entraîneur qui est sur le banc de touche, il peut avoir un attaquant qui ne sait pas dribbler, mais si à la fin, ce dernier lui apporte la victoire, c'est le plus important. Donc, on ne va pas nous dire non, il ne donne pas les émotions. D'accord, bien noté, Jean-Philippe. Le but en lui-même donne des émotions et Cristiano Ronaldo est un joueur technique. Voilà, oui, Gane, vous avez la parole. Vraiment, le débat est houleux. Franchement, entre Messi et Ronaldiste. Allez-y, ne les écoutez pas. Je vous dis d'abord une chose, c'est que il y a un problème de médiatisation de nos sports. Voilà pourquoi même je voudrais remercier aussi la 3 pour ce que vous faites. Parce que si on fait de gros plans sur nos athlètes, je suis sûr qu'on fera leur promotion. Et quand le joueur chez lui à la maison sent qu'il est aussi important à la fois aux yeux des journalistes qui en sont experts et de la nation qui suit les événements sportifs, les gens vont se transcender. En Europe, la dimension télévisuelle joue une part importante dans la promotion des joueurs. Bien sûr. Et toutes ces statistiques qu'on nous montre, en fait, c'est fait à dessein. C'est à la fois pour encourager le joueur, mais pour encourager derrière l'entreprise sportive qui coach les joueurs. Oui. Merci, docteur. C'est pourquoi je voulais dire que il y a le talent, il y a le but, mais les deux sont complémentaires. Parce que ce qu'on appelle droit de télé, c'est en réalité le talent du footballeur qu'on vend. La matière première de l'industrie sportive, c'est le talent du joueur. Savoir marquer est un talent, savoir défendre est un talent. Vous voyez, je me souviens qu'en 1996, si je ne m'abuse, Mathias Sammer avait remporté, je crois, le Ballon d'Or. C'était un défenseur, il n'était pas buteur. Chacun à son niveau, a son talent. Mais c'est à la télévision de mettre en valeur ces talents dont nous parlons. D'accord. Merci. Très bien. En tout cas, nous mettons les talents en valeur justement dans quelques minutes. Je vous rappelle, on parlera de l'ASEC Mimosa avec la question LGT, Ligue des champions CAF. Que doit faire Julien Chevalier pour assurer la qualification? Le numéro de téléphone, la 3, le 27 21 59 93 99. On marque une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. Allez, à tout de suite. Alors, nous sommes donc de retour sur le plateau de la Grande Team et nous sommes en direct jusqu'à 22 h, bien sûr, sur la 3. Passons à présent à l'actu. L'entraîneur de l'ASEC Mimosa, Julien Chevalier, pourrait devenir le premier technicien à hisser un club ivoirien dans le dernier carré de la Ligue des champions depuis 2006, à une condition, vaincre l'Espérance de Tunis. Bon, regardons cet élément qui plante le décor et après nous on en parle sur le plateau de la Grande Team. L'ASEC Mimosa va tenter de se qualifier pour la 9e demi-finale de son histoire en Ligue des champions ce samedi 6 avril au stade Félix Houphouët-Boigny. En face d'elle se dresse l'Espérance de Tunis, l'une des grosses cylindrées du football continental. À l'aller, les Mimos avaient tenu le choc au stade Amadi Agribi en enregistrant un nul vierge. Pour ce quart de finale retour, les champions ivoiriens vont devoir se montrer une fois de plus solides. L'équation consistera soit à gagner au terme du temps réglementaire, soit à s'imposer à l'issue des tirs au but en cas de nul vierge au coup de sifflet final. Tout autre résultat anéantirait le rêve de retrouver le dernier carré de la Ligue des champions 18 ans après. L'entraîneur Julien Chevalier sait donc à quoi s'en tenir. Il a déjà annoncé qu'il irait à la bataille avec le groupe qui lui a donné satisfaction à Tunis. Le technicien français peut notamment compter sur le gardien international Foli Ayayi,
qui a sorti le grand jeu en terre tunisienne la semaine dernière. Un nouveau clean sheet est indispensable pour préserver les chances de qualification de son équipe. La solidité de la défense, conduite par la paire axiale, constituée de Wanlo Koulibaly et Trabitra Anthony, sera également l'une des clés de la qualification. Pour le capitaine Aka Essis Baudelaire et ses coéquipiers, l'état d'esprit fait de solidarité et de combativité sera de nouveau nécessaire pour contenir les vagues espérantistes et se montrer efficace en attaque. De son côté, le technicien portugais de l'Espérance de Tunis, Miguel Cardoso, est face au même défi. Se qualifier au Felicia sera un authentique exploit car les 100 et or n'ont jamais battu les Mimos à Abidjan. Autant de faits qui montrent que le quart de finale ASEC Mimosa, Espérance de Tunis de ce samedi 6 avril, s'annonce tout simplement comme un choc de titans. Voilà, nous sommes en présence du mur jaune, vu cette très belle ambiance justement sur le plateau de la Grande Team. Et nous avons avec nous Dr Kane Metou, responsable communication, comité national d'action et de coordination. Avec vous, on fera donc ce débat ce soir. La question LGT donc, de ce soir, Ligue des champions CAF, que doit faire Julien Chevalier pour assurer la qualification? Le numéro de téléphone de la 3 est ouvert, le 27 21 59 93 99. Messieurs, à vos panonceaux. Docteur Kane, vous avez besoin d'un panonceau? Oui. D'accord, le chef plateau va s'occuper de ça. Donc, je pose la question, donc, Ligue des champions CAF, que doit faire Julien Chevalier pour assurer la qualification? On n'a pas besoin de panonceau, en fait. Du tout. Mais pourquoi vous m'avez fait fatiguer le chef plateau? Ben, dis donc. Oh, d'accord, Charles, on vous écoute. Que doit faire la SEC pour passer ce tour? Que doit faire le coach, Julien Chevalier? Bon, moi, je ne dirais pas le coach seulement, c'est toute l'équipe de la SEC. Bon, surtout la question d'aujourd'hui, c'est par rapport au coaching. Non, je veux dire, comme en définitive, vous passez. Parce que pour passer, il y a ce que le coach peut faire. Mais pour la Coupe d'Afrique, les dirigeants ont aussi une part de responsabilité. Il y a le discours aussi des dirigeants à l'égard des joueurs. C'est tout un tout. C'est pour cela que je dis, ce n'est pas seulement lui qui doit travailler, mais c'est eux tous qui doivent travailler. Même avec le mur jaune, ils doivent tous travailler. Et donc, pour moi, le coach, il doit à la limite reconduire la même équipe qui a joué parce que tactiquement, elle a été au top. Ça, il faut le reconnaître. Ils ont su faire le dos rond, ils ont su pousser cette équipe tunisienne quand il fallait la pousser. Ils ont eu, je pense, une occasion nette. Voilà, qu'ils ont vendangé. Ils ont le jeune homme, comment il s'appelait? C'est Karam. Serge a mal apprécié. Il a pensé faire la passe à son coéquipier alors qu'il aurait pu oser lui-même à 1-0. Ces Tunisiens seraient morts, à mon sens. Et donc, je pense que oui, Chevalier a toutes les cartes en main pour gagner cette équipe de Tunisie. Maintenant, ici, en général, pour battre les Tunisiens, il y a les ingrédients qu'on met pour battre les Tunisiens. Et ça, c'est pour ça que je parle des dirigeants, je parle des mi-jaunes. Il faut que Julien Chevalier soit édifié sur ces ingrédients-là. C'est-à-dire la façon d'entamer la partie. Les 15 premières minutes là, doivent être un enfer pour cette équipe tunisienne. Voilà, parce qu'avec les Tunisiens, tactiquement, ils sont tellement bons. Si tu t'amuses à vouloir gérer la rencontre, ils peuvent la gérer avec toi jusqu'à la fin et puis te planquer un but assassin. Donc pour moi, de la SEC que je connais, c'est d'accueillir cette équipe dans les 15 premières minutes, qui sera très étouffée avec l'apport du mur jaune. Et je suis convaincu que dans les 15 premières minutes, la SEC pourra marquer un but et ces Tunisiens vont reculer. Mais si on leur donne la latitude de jouer au foot normalement après 15 minutes, ça sera vraiment difficile pour la SEC. D'accord, ok, c'est bien noté. Je me dirige sur la page Facebook de la 3 pour voir un internaute qui nous écrit Bonflin pas. Obed Akiwa qui nous dit « Bonsoir la grande team, je suis ravi de tomber sur la question. Pour assurer la qualification, le coach Julien Chevalier doit faire un alignement de 4-4-2 car au match aller, j'ai vu le milieu de terrain de l'Espérance de Tunis troubler le milieu Mimosa. Dès le début du match, ils doivent mettre la pression pour marquer un but, ne pas laisser l'Espérance de Tunis développer son jeu comme au match aller et aussi, ils doivent bannir l'esprit d'aller au tir au but et ne pas oublier qu'ils jouent ici chez nous en plus à Yakro. Ne pas encaisser un but en premier, avec ça la qualification est acquise. Que Nonan Boigny les assiste. Bonne émission à tous. Merci beaucoup. C'est Abidjan, c'est pas Yamsoko. Voilà, c'est ce que je m'apprêtais à dire, c'est pas Yamsoko, voilà. C'est à Abidjan. Voilà, c'est au Félicia, au stade Félix Houphouët-Boigny. Voilà, oui, Henri Joël, on vous écoute du coup.
Allez, pour ce qu'il doit faire, c'est que il ne doit pas se fâcher avec le supporter comme il s'est fâché une fois là. Et puis, il ne doit pas se fâcher avec les arbitres. Bon, ok, c'est pour rigoler un peu. Oui. La SEC a défendu au match aller. Ils ont beaucoup défendu. Est-ce que ça sera le même schéma ici à Abidjan? Est-ce qu'ils viendront, le Julien Chevalier va faire défendre son équipe? C'est à lui de voir. Ce n'est pas une première fois pour lui. Il était en demi-finale lors de la saison précédente, mais en Coupe de la Confédération. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé pour lui. Match nul à Bouaké. Et puis, défaite 2-0 du côté de la Tunisie, si je ne me trompe pas. Algérie, voilà. Donc, du coup, il sait comment jouer ces équipes de l'Afrique du Nord. Sauf que cette fois-ci, le match retour, c'est à Abidjan. Et on a déjà joué une première 4 à l'extérieur où il y a eu ce score 0-0. Ouais. Malheureusement, le but qui compte double existe toujours en Afrique. Donc, il va falloir faire très, très attention. Ne pas encaisser d'entrée de jeu dans ce match face à l'équipe de l'Espérance de Tunis. Mais il ne faudrait pas défendre comme on l'a fait au match aller. C'est vrai que peut-être cette équipe de l'Espérance arrive ici. Très bien, votre avis est noté, Henri Joël. On a un appelant de Benjerville. Bonsoir, monsieur. Allô? Bon, je pense qu'on l'a perdu. Bon, vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99 la question LGT pour le débat de ce soir, Ligue des champions CAF. Que doit faire Julien Chevalier, le coach de la SEC, pour assurer la qualification? Coach Koneyaya, je vous écoute. Oui, mais moi je pense que Julien va avec des certitudes, c'est clair. Ça fait plusieurs campagnes africaines qu'il a menées avec la SEC. Donc c'est tout à fait normal qu'il a glané une somme d'expérience qui doit lui permettre, ma foi, techniquement, tactiquement, de pouvoir gérer ce match-là et afin de sortir avec la qualification. Il le disait ce matin en conférence de presse par rapport à une question qui lui avait été posée, de savoir s'il allait continuer, s'il allait continuer de défendre comme il a fait en Tunisie. Et il a répondu comme ça que oui. D'ailleurs, il a reconduit la même équipe, il a reconduit les mêmes joueurs, même poste. Mais j'ai tout de suite compris que c'était pour bluffer un peu. Peut-être que là, en tant que technicien, peut-être qu'il ne veut pas tout de suite... il cache son jeu. Voilà, il cache son jeu. Il ne veut pas tout de suite dévoiler sa stratégie. Mais là-dessus, je vais rejoindre Dago. Oui. Dago qui a l'expérience de ces hautes compétitions-là, qui a tout de suite dit qu'il faut aller chercher cette équipe dans les 15 premières minutes. Ça doit être un enfer pour les Tunisiens. Moi, je pense que Julien, dans sa petite causerie, je sais que peut-être durant toute la semaine, il a dû préparer ses garçons à y aller, mais aussi en faisant attention, parce que faire attention au but à l'extérieur qui peut peut-être nous mettre un peu à mal. Donc c'était un match un peu piège, mais je pense que, comme je l'ai dit d'entrée, Julien, il va à des certitudes, parce que même lorsqu'on regarde le match qu'il joue à Tunis, il fait le dos rond. Voilà, il commence dans un 4-4-2, et en seconde mi-temps, il passe à un 3-5-2. Et il n'est pas sorti de ses bases, parce que pour lui, déjà, il voulait limiter les casses. Comme il a dit d'ailleurs en conférence de presse, la SEC n'a jamais gagné à Tunis. Donc, déjà, tactiquement, c'est bien joué pour moi à Tunis. Maintenant, à Abidjan, il va falloir sortir quelque chose d'autre pour pouvoir véritablement inquiéter cette équipe tunisienne qui est dans ses rangs et à son attaque des joueurs à ne pas négliger. C'est-à-dire que Sass, le Brésilien Sass, Rodriguez en pointe, qui peuvent aussi être fuités et nous créer des problèmes. D'accord. Coach Koneyaya, merci. On a un appelant, on a M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir, Marie-Christine Degré, la belle. Comment vous allez, M. Diomandé? Bon, Marie-Christine. Oui. Il y a un très bon signe sur le plateau. Mon frère Dago Chal qui est en tout jeune noir. C'est un très bon signe. Donc, je salue Dago. Dago, vraiment, ton signe est merveilleux. Voilà. Merci, on va tuer le joueur Tunis demain. Voilà. En tout cas, monsieur Diomandé Mamadou, on vous écoute déjà. Que doit faire le coach Julien Chevalier pour la qualification demain de la SEC? Je salue tout le plateau, le Moonzone, et vraiment, Christine, vraiment, je dis merci à la Troie qui fait toujours le bien du sport en Côte d'Ivoire. Le entraîneur Chevalier doit booster le milieu. Le milieu est renforcé, doit
vraiment aller en renfort avec l'attaque pour qu'au moins dès les 15 premières minutes, on marque le but et puis maintenant le bloc au milieu est défensif. Pour faire les autres Russes là, c'est nous qui avons mis au lait. On les match quand on veut. On va les gagner. Ça va aller. On va prendre la coupe là. D'accord. Merci beaucoup. 3 fois champion, 3 étoiles. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Demandé Mamadou. Merci beaucoup. Donc voilà, on va écouter maintenant Jean-Philippe. Bon, contrairement à tout ce qui a été dit depuis la question sur ce que doit faire la SEC, moi je dirais simplement qu'il faudrait que d'abord les jeunes noirs évitent de se précipiter. Voyez-vous, la philosophie d'un grand coach qui a remporté 3 fois d'affilée la Ligue des champions européenne, Zinedine Zidane, était de dire à ses joueurs que si vous jouez bien, peu importe le nombre de minutes qu'il y aura lors du déroulement de la rencontre, vous allez finir par marquer le but qui va vous permettre de vous imposer. Parce que quand on dit qu'il faut que d'entrée de jeu, la SEC fasse tout pour, dans les 15 minutes, marquer un premier but, ça peut pousser les garçons à la précipitation. Et si au bout des 15 minutes, ils n'arrivent pas à marquer ce but-là, ça peut les emmener à avoir quelques doutes. Okay. Alors que ce qu'il faut leur donner comme instruction durant la rencontre, c'est de se concentrer. De se concentrer, de gagner le maximum de duels. Ça, c'est très important. Okay. Il va falloir que l'impact physique soit tel que les Tunisiens se rendent compte qu'ils sont véritablement à l'étranger. Un autre aspect qu'il va falloir également contrôler du côté de la SEC Mimosa, ce serait le rythme du jeu. Il ne faudrait pas laisser tout simplement le rythme du jeu aux Tunisiens. Il ne faudrait pas les mettre dans un rythme qui va les mettre à l'aise. Ça, il faudrait éviter cela. Parce que ce qu'il faut faire pour Julien Chevalier, c'est de démontrer que le choix de défendre en Tunisie était un choix tactique et non pas une contrainte qui a été mise en place par ce qui a été fait par l'entraîneur adverse. Okay. La SEC a décidé de défendre à l'aller, alors que c'est une équipe qui sait porter le jeu, qui sait garder le ballon, qui sait dominer son adversaire. Alors que cette équipe de l'Espérance de Tunis, quand je l'ai vue évoluer, elle ne me ressemble pas à une formation qui serait à même de reproduire le jeu que la SEC a eu à faire en Tunisie. Je ne la vois pas en train de se positionner en 5-3-2. Je ne la vois pas en train d'essayer de défendre son but. Elle va essayer de marquer un but. Donc, pour pouvoir marquer un but, elle va densifier son milieu de terrain, elle va se porter à l'abordage et il y aura des espaces qui vont se créer pour les joueurs de la SEC Mimosa. Et ce sera à eux de tout simplement profiter de ces différents espaces-là. Donc, en clair, c'est ce que je voulais dire concernant ce que j'attends de la part de l'entraîneur de la SEC Mimosa, c'est de mettre ces garçons dans un certain calme, dans une certaine concentration, parce que cette rencontre, elle peut être remportée par la SEC sur un score de 3-2, de 2-1. Voilà, il ne faudrait pas qu'on se dise non, il faut éviter d'encaisser le premier but, de telle sorte que dès que le premier but va arriver, même si ça vient de la part des Tunisiens, tout le monde soit en panique. C'est ce qu'il faut surtout éviter. Cette rencontre va durer 90 minutes au minimum, elle peut aller au-delà. C'est une rencontre qui peut aller même jusqu'au tir au but. Donc, il va falloir préparer chaque aspect de ce match. D'accord. Donc, ils doivent rester très concentrés et surtout de ne pas se précipiter, d'après Jean-Philippe. D'accord. On a un appelant, on a M. Soumaoro qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Soumaoro. Allô? Allô? Bon, je pense qu'on l'a perdu. Monsieur Soumaoro, vous pouvez nous rappeler au 27 21 59 93 99. Ligue des champions CAF, que doit faire Julien Chevalier pour assurer la qualification? Docteur Kané, on vous écoute. Marie, oui. Nous sommes à 90 minutes d'un exploit. Ah, un instant. On me dit l'appelant est là. Oui, monsieur Soumaoro? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur Soumaoro. Bonsoir, madame. D'accord. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute par rapport à la question LGT. Oui, je salue tous ceux qui sont à la grande table. Bonsoir, oui, monsieur. Je salue tous ceux qui sont à la grande table. Oui, oui. Bonsoir, monsieur. Et surtout, monsieur Dagochar. Bonsoir, il ne se peut pas séquer. D'accord. On vous écoute, monsieur Soumaoro. Répondez à la question, s'il vous plaît. Oui. Que doit faire Julien Chevalier pour assurer la qualification? Oui, pour le moment, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur pour la SEC. J'ai un peu peur pour la SEC parce que c'est ce que je suis en train de vous dire. Ouais, pour la qualification, c'est de ça que je veux parler. J'ai un peu peur pour la SEC parce que je ne vois pas de buteur pour le moment. Celui qui était le buteur, Sankara ou bien actuellement, je ne le vois pas. Je ne sais pas s'il a été vendu ou pas.
Bon, qui est le buteur à la SEC pour le moment? Alors, c'est la question qui reste posée. D'accord. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, M. Soumaro, pour votre participation. Allez, Dr Kane, on vous écoute maintenant. Marie-Christine, oui. Une question ne peut pas être la réponse à une autre question. Elle vient compliquer le dialogue. En réalité, voilà. chaque joueur de la SEC est un buteur pour la SEC. Un défenseur peut marquer. Vous vous rappelez contre Monastir, le premier but qu'on marque à Boaké, c'est un coup franc de Zouzou Carlos. Tous les joueurs sont des buteurs. Même le gardien même peut être buteur. Il faut que les actionnaires arrêtent de se focaliser sur une seule personne. Lorsque Karim est parti, on dit on n'a plus de buteur. Ah ouais. Quand Kramo Aubin s'en va, on dit on n'a plus de buteur. Et Sankara s'en va, on dit on n'a plus de buteur. Non, la SEC est un grand club, Marie. Ouais. La SEC est un grand club. Alors, pour répondre à la question, la SEC n'a pas le choix. Au moins, l'Espérance de Tunis a deux options. Un nul avec des buts ou une victoire. L'Espérance passe. Mais la SEC est obligée de gagner. C'est vrai qu'on va jouer la carte de la prudence, comme le dit Oroya, et ça c'est de bonne guerre, parce qu'il faut être prudent. Mais nous sommes à une étape de la compétition où les équipes se valent, quoi qu'on dise. Il ne faut pas qu'on regarde le palmarès. C'est vrai, 4 Ligues des Champions contre une Ligue des Champions, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la réalité du moment. C'est ce qu'il faut regarder. Même quand les gens me disent on n'a jamais battu, lorsqu'on a fait un match nul à Tunis, on est venu, on a battu l'Espérance au retour. Laissons les statistiques aux archives. Ce qui compte, c'est demain 20h. Qu'est-ce que la SEC est capable de produire? Et là-dessus, je suis d'accord avec mon frère et ami pour dire que la SEC a les hommes. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'au match aller, on a joué défense. Mais la SEC a des ailiers qui vont très vite. Et on a vu ce plan-là se dérouler lorsqu'on a été fait nul contre Monastir. Au retour, on a eu des ailiers qui partaient très vite, qui ont permis à la SEC de marquer très tôt dans le match. On ne dit pas, ce n'est pas une question de chronogramme, mais c'est le match. La meilleure manière d'attaquer, de défendre, c'est d'attaquer. La meilleure manière de se mettre à l'abri, c'est de marquer en première position. Et après, on gère le reste. On l'a vu lorsqu'on a été joué en Ligue des Champions, phase de poule, contre les Galaxy de Gaborone. On les a battus chez eux. Lorsqu'on a mis un but, ils ont voulu se dévoiler. On a marqué un deuxième but. On est à un stade où ni l'Espérance, ni la SEC n'a le droit à l'erreur. Nous devons, nous deux, nous qualifier. Mais chacun a des options différentes. Et donc, l'entraîneur est conscient de cela. Le mur jaune aussi en a conscience. C'est pourquoi nous mobilisons depuis, avant même qu'on ne parle des matchs allés, depuis qu'on a parlé de qualification en quart de finale, on a connu le tirage au sort, on a connu le chronogramme, à savoir que l'aller, c'est à l'extérieur et que le retour, c'est ici. On a commencé à se préparer. Et si vous permettez, on reviendra sur ces points. On peut parler sur ces questions-là parce que les actionnaires ont un défi à relever. C'est le défi de la mobilisation. D'accord. On reviendra dessus. On a un appelant rapidement. Datinguier. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? C'est monsieur Déjac. Monsieur Déjac. Deux. D'accord, ok. Bon, on vous écoute alors par rapport à la question LGT. Ce soir, je voudrais que toute la Côte d'Ivoire, d'abord, soit derrière la SEC qui nous a pour le match de demain. Oui. Et mon point de vue, c'est qu'on ne change pas une équipe qui gagne. La SEC s'est déplacée pour aller à l'étranger. Ils ont fait un match nul là-bas. Donc, demain, moi, je pense que le plus difficile est déjà fait. Hein. Voilà. Ici, c'est d'attaquer et être les premiers à marquer le premier but. Et le reste, là, on défend et puis on gagne le match. D'accord. Voilà. Okay. D'accord. Donc, c'est ce que doit faire le coach Julien Chevalier pour assurer la qualification. Merci beaucoup. Voilà.
C'est bien noté. Merci beaucoup. Oui, je vous laisse terminer. Et donc, je disais que tous les compartiments du club doivent jouer pleinement son rôle. Et là-dessus, la direction du club a déjà fait son travail en permettant que les jeunes voyagent dans de bonnes conditions, s'entraînent dans de bonnes conditions et reviennent dans de bonnes conditions et à temps pour préparer le match retour. C'est déjà quelque chose de très important. En plus, le mur jaune doit faire son travail, à savoir être au stade, applaudir, voilà, chanter. Parce que les joueurs nous ont très souvent dit que lorsqu'ils entendent des chants du mur jaune, cela les galvanisait. Et c'est important parce que nous sommes à domicile, il faut le démontrer. En plus, Marie, nous sortons de la ferveur de la CAN. Et nous demandons à la Côte d'Ivoire de venir soutenir la SEC Mimosa. Parce que ce sont les performances de la SEC Mimosa qui ont permis à la Côte d'Ivoire aujourd'hui de récupérer ses 4 places en compétition internationale. Et ça, il faut le reconnaître. C'est que bien jaune noir. Merci bien, cher frère. Et tu fais bien, parce que demain, nous allons te faire plaisir. Vous voyez que la SEC, quoi qu'on dise, c'est vrai, on a des performances au niveau national, mais la SEC n'a pas déjoué cette année sur la scène internationale. La SEC a fait ce qu'elle devait faire parce qu'elle a fini première de sa poule. Et aujourd'hui, elle est face à un grand d'Afrique pour dire qu'elle-même, là, elle est une grande d'Afrique. C'est ce qu'il faut souligner. Et donc, la SEC joue demain sans faux fuyant. Elle ne va pas en victime résignée. La SEC va en connaissance de cause parce que c'est 11 contre 11, Marie-Clémence. Marie-Christine. C'est ça, tout excusez-moi, Marie-Clémence, c'est une de mes professeurs. Oui. Et donc, je vous dis, je voulais vraiment, si tu permets, que je dise qu'on a des points de vente. On en a 11 dans le district d'Abidjan. Et ces points de vente, c'est pour rapprocher les tickets des supporters du football ivoirien, des sympathisants de la SEC Mimosa et des actionnaires. Et sur la question, il nous est revenu la question de laser dans le visage de notre gardien, de Ori et de Charles Folly à Tunis. Marie-Christine, la SEC est un grand club qui a une devise, les gens n'en parlent pas assez. Dans l'article 3, intitulé « Signes et distinctions de la SEC Mimosa », de ses statuts, la devise de la SEC Mimosa, c'est amitié, discipline et travail. Amitié, discipline et travail. Amitié, discipline et travail. Pour dire que nous, en tant qu'une organisation disciplinée, l'actionnaire ne peut pas se comporter en commettant des attitudes antisportives. Et nous, actionnaires, nous ne prenons pas de laser pour braquer ça sur le gardien d'Espérance de Tunis. Parce que c'est antisportif. C'est très bien. C'est antisportif. Et c'est au nom de cette devise de la SEC Mimosa qu'une charte a été signée des mains de Maître Roger Ounien pour réglementer le mur jaune et son fonctionnement. D'accord. Vous voyez? Très bien. Donc voilà, c'est important de le dire. Et je voulais finir sur la question. Le match finit à 22h. La direction du club a pris toutes les dispositions pour que les supporters qui sortent du stade à 22h et qui ont des problèmes de locomotion puissent avoir des bus pour rentrer chez eux à la maison. C'est très bien. Les dispositions ont été prises. Il suffit de débourser le prix du ticket. Ils rentrent chez eux à la maison. Les bus seront à destination de toutes les communes d'Abidjan. Là, je voulais rassurer les actionnaires. On a au minimum 20 000 tickets en vente. Les tickets sont en train de s'arracher. Je vous demande, Marie-Christine, de faire vite pour aller prendre votre ticket. Non, j'ai déjà mon ticket. Non. D'accord, on a un appelant, on a monsieur Yameogo Norbert qui nous appelle de Cocody Blocos. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Bien, et chez vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis on vous écoute, hein, que doit faire Julien Chevalier pour la qualification, pour assurer la qualification des Mimos? Déjà, c'est de jouer. D'accord. C'est de jouer. Au match, la SEC n'a pas joué. Maintenant, ce que je veux dire, le représentant de la SEC... Oui, allô? Oui, on vous écoute. Hein, le représentant de la SEC sur le plateau a dit que tout le monde doit supporter la SEC parce que la SEC
à œuvrer pour que la Côte d'Ivoire gagne encore des places de plus. Mais sur ce point, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est le même ASEC Mimosa qui a œuvré pour tuer le football ivoirien. Voilà, la Côte d'Ivoire perd des places. Ah non, là je vais couper la communication. Hein. Je vais couper la communication. Bon, restons sur la question LGT. Je vous ai permis de déborder légèrement, mais restons sur la question LGT. Oui. Ça c'est le fait de Ouria. C'est bon. Voilà. En tout cas, donc ça faut qu'on le dise. D'accord. Ben, vous l'avez dit, je pense que c'est passé. C'est bien passé. Merci beaucoup. En tout cas, pour vous, la SEC doit jouer demain. Voilà, merci beaucoup, M. Yameogo Norbert, qui nous appelait de Cocody. On va poursuivre, messieurs, déjà. Les entraîneurs et les capitaines se sont exprimés ce matin, justement, en conférence de presse d'avant-match au stade Félix Houphouët-Boigny. On regarde. C'était déjà une étape importante. Notre réflexion dès le départ, c'était de jouer cette qualif sur 2 rencontres et de ne pas s'aborder la première étape et du coup la seconde en s'ouvrant trop, en manquant un peu de rigueur sur ce premier match. On a su bien le faire et justement, comme tu dis, il faut tirer les enseignements de ce match-là. Ça nous a permis, dans la période un petit peu difficile où on était, malgré tout de reprendre confiance, de voir qu'on était capable de ne pas s'écrouler sous la pression, de répondre présent mentalement déjà, et puis après physiquement aussi largement. Et puis nous, ça nous a permis de revoir le match, de voir ce qui était bien, ce qu'on a bien fait. On a, même en première mi-temps, en fin de compte, on a plutôt bien défendu, et c'est quelques situations qui nous ont fait douter. Donc on va se servir de ces éléments-là, la confiance retrouvée, le fait d'être aussi dans un contexte plus favorable à domicile, pour bien utiliser les éléments du premier match et puis surtout aussi nos qualités sur une deuxième rencontre qui va se jouer différemment. En tant qu'athlète, on a fait un bon résultat. On s'est dit le 0-0 à l'extérieur, c'était pas un mauvais résultat. Maintenant, nous, chez nous, on se doit de gagner. Il n'y a pas d'autre calcul, il n'y a pas d'autre pensée. C'est de gagner pour pouvoir se qualifier. Donc actuellement, nous sommes en tête. On se dit il faut gagner pour se qualifier. Voilà. Ce match ici va être certainement un match différent. Mais les statistiques du match qui a passé sont déjà histoire. Donc on va ouvrir notre feuille, notre page, notre histoire. Donc c'est à nous, bien sûr, de prendre dans notre main la responsabilité de faire les choses. C'est avec intention que nous sommes ici. Et c'est ça qu'on va faire au terrain. On a des joueurs motivés. Après ce match, le premier match, on a des joueurs qui sont capables de faire les choses bien. Et bien sûr, on va trouver une équipe du côté contraire qui a sa intention aussi, mais au final, qui va être supérieure, qui va avoir au moment propre et décisif la capacité d'être fier à son style, de jouer les matchs le plus avec sa identité. Certainement, on va avoir plusieurs chances de gagner. Donc c'est ça l'intention. Voilà, alors messieurs, comment vous réagissez justement après ces propos, coach Koneyaya, les propos des entraîneurs? Bon, voilà, moi je l'ai dit tout à l'heure, hein, Julien il sait ce qu'il a préparé, et déjà, il a parlé de mental, l'entraîneur aussi, de l'expérience, a parlé de préparation mentale de ses joueurs. Et voilà, je pense que Julien il est prêt à en découdre. Et voilà, moi, ce que je puisse proposer, là, c'est déjà de passer un milieu à 3. Parce qu'on l'a vu qu'il a commencé avec un 4-4-2 où on s'est fait bouffer, la SEC s'est fait bouffer en milieu de terrain. Moi, je pense que si on veut exercer un bon pressing sur les espérantistes, sur l'équipe de Taraji, comme l'appellent les Tunisiens, il faut vraiment un 4-3-3 avec 3 attaquants, 3 milieux de terrain, et calquer un peu le système de jeu de l'Espérance de Tunis et exercer un véritable pressing, un gros pressing dans les 15-20 premières minutes pour voilà, chercher ce but salvateur qui va libérer tout un peuple. Et voilà, donc moi je pense qu'au-delà de ça, c'est de lancer vraiment un appel à tous les Ivoiriens de se déplacer demain. Parce que là, il s'agit de la nation, il s'agit de la Côte d'Ivoire, il ne s'agit plus de la SEC. C'est au-delà de la SEC. Donc, je profite pour vraiment lancer un appel à tous les Ivoiriens de se rendre à ce point de vente des tickets pour qu'on aille en nombre. Parce qu'on a vu, à Radès, le stade était archi-comble.
Et je ne pense pas que ce soit seulement que les supporters de l'Espérance de Tunis qui ont rempli le stade des Radès. C'est tous les Tunisiens qui sont allés supporter l'équipe des Radès. Il faudrait qu'en retour, les Ivoiriens puissent aller remplir le stade Fessé-Boigny pour que nous puissions passer, pour que la SEC puisse passer. C'est bien noté. Mais coach, en fin d'émission, normalement, il y a un mot de fin. Hein. Vous aurez pu profiter pour lancer cet appel. J'anticipe. Bon. Voilà, vous anticipez. Avec Marie-Christine, on ne sait jamais. Ah, c'est vrai. Un carton jaune pour coach Koneyaya. Okay. Voilà, oui, Joël. Quelque chose d'intéressant, en ce qui concerne l'entraîneur tunisien, il a dit que ça ne sera plus le même match. Parce qu'il sait que la SEC va sortir. Bien sûr. Ça, il faut prendre ça en compte. La SEC va sortir. Et lui, en venant ici, il s'y attend. Il a pris... Parce que là-bas, ils ont dominé le match. La SEC ne sortait pas. Donc ici, maintenant, la SEC va sortir. Et quand la SEC va sortir, comment son équipe va jouer? Quand la SEC va sortir, forcément, il y aura des espaces dans le dos de la défense. Quand la SEC va sortir, il y aura de l'espace. Donc, c'est à ce niveau-là, au niveau de l'entraîneur ivoirien Chevalier, même s'il est français, il a entraîné un club ivoirien, c'est à ce niveau-là qu'il doit avoir ce discours-là pour que ces joueurs restent concentrés. Là, je suis d'accord avec Jean-Philippe, restent concentrés du début à la fin. Mais j'insiste, il faut marquer le premier but. Il faut marquer le premier but pour ne pas douter. Parce que les Tunisiens, ils sont très forts, on les connaît. S'ils ont réussi à marquer un but, ils vont pourrir le match. Du début à la... C'est-à-dire de la minute du but jusqu'à la fin, ils vont pourrir le jeu. La SEC ne pourra rien faire. Donc, il faut, dans un premier temps, marquer le premier but, exercer une pression sur... et puis, le défi physique, il faudrait que la SEC réponde à ce défi physique-là. Je ne dirais pas de l'agressivité dans le sens propre du terme, mais il faut être agressif. C'est-à-dire, au football, voilà... On sait de quoi on parle. Il faut être agressif, il faut les harceler, il faut les poursuivre même sur... Voilà. Il faut les poursuivre un peu partout sur la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny pour qu'ils se sentent à l'étranger, pour qu'ils aient peur et qu'on puisse passer. Sinon, vraiment, voilà, il faut qu'on passe. Voilà, il faut assurer la qualification cette fois-ci. Oui, Dago Charles. Oui, non, moi, je suis convaincu que ces garçons-là sont déjà très concentrés. Parce que c'est ce qu'ils nous ont donné de voir au match aller. C'était vraiment des garçons concentrés. Ils ont respecté la tactique à la lettre. Ils se sont même créés des occasions. S'ils étaient encore peut-être beaucoup plus décontractés, même à mon avis, ils auraient dû réussir ce but. Parce qu'un but, si tu es trop concentré, tu crois que tu l'as déjà marqué, et puis bon, ça passe à côté. Et donc moi, je suis convaincu à ce niveau-là qu'ils sont concentrés. Et puis, surtout, quand je dis aux dirigeants, aux supporters de la SEC dans le terrain, nous tous, c'est parce que je veux qu'on surfe sur la vague de la Coupe d'Afrique. Cette vague-là a permis à tout le monde de gagner aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas normal qu'on s'arrête en si bon chemin. Très bien. Bon, ça sera le mot de fin de Dago Charles. C'est la même lancée que le coach Koneyaya. On a un appelant de Marc Corry. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ma maman. Comment vous allez? Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Je suis Jean-Gaston Laoui. Je suis de l'amicale des supporters des clubs de Côte d'Ivoire. Voilà. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute par rapport à la question concernant la SEC. D'accord. Avant de répondre à la question, la SEC, ça passe ou ça casse? Exactement. L'amicale des supporters, où je suis le vice-président chargé, vraiment de la mobilisation des supporters. Nous, on l'a déjà fait à notre niveau. Tani Gobou en est le président demain, là. Oui. Nous serons au moins 100. Au stade de Félix Houphouët-Boigny, tout est déjà calé. Parce que nous avons déjà supporté la SEC depuis Boaké, Yamoussoukro, partout, on l'a déjà fait. Donc, moi, je suis confiant que demain, la SEC va gagner. Quand on dit que la SEC aujourd'hui, c'est donc bien 6e, ou bien quoi, au niveau de champion de Côte d'Ivoire, mais c'est parce que la vision sélective, c'est au niveau de l'Afrique. C'est que la SEC a fait aujourd'hui pour qu'au moins 4 vraiment équipes soient qualifiées 2000, en tout cas 24-2025. Imaginez, cette équipe, je suis Africa Sport, hein, grâce à l'Africa Sport. Mais moi, Jean-Gaston Laoui, là, j'aime bien la SEC. Très bien, c'est bien. Voilà. C'est bien en tout cas. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Jean-Gaston Laoui. Merci beaucoup pour votre participation ce soir. Oui, Dago Charles, vous avez terminé. Hein, vous avez terminé. Vous avez terminé. Le micro, bon, mais c'est pas bien grave. Coach Koneyaya, ne me faites pas passer pour une sorcière, s'il vous plaît. Mais j'ai pas dit ça.
Non, il a juste un carton jaune. Ils ont interpellé Oria. Non. C'est son collègue, son garçon. Jean-Philippe Oria n'a aucun souci. Je sais que quand tu connais Yaya parler d'un match piège. Donc, Jean-Philippe, quel pourrait être le piège justement pour les Mimos? Mais je l'ai dit, une chose est sûre et certaine. Quand on est un entraîneur et qu'on vient à ce genre de confrontation, l'une des règles qu'on essaie de mettre en place, c'est de trouver l'équation à cette question. Dans quel dispositif va se trouver mon adversaire? Il faut anticiper ce que l'adversaire serait capable de faire. Dernièrement, il y a une vidéo où un ancien international français parlait de l'intelligence tactique de Pep Guardiola. Il s'agit des Gaël Clichy. Vous avez suivi l'interview où il disait que Guardiola et son club avaient profité de ce qui était la force d'Arsenal où Clichy évoluait pour les contrer. Parce qu'il a dit que Clichy étant l'élément fort, le piston fort de la formation d'Arsenal, quand il montait, il y avait un écart qui se créait avec ses coéquipiers qui n'avaient pas su son rythme, donc ça laissait de l'espace. Et c'est là-bas qu'il avait placé Messi et un de ses coéquipiers, Alves, pour profiter de cet espace-là, pour prendre l'équipe, comment dirais-je, à défaut. Donc c'est-à-dire qu'il a accepté de subir la rencontre en laissant Gaël Clichy libre. Plutôt que de le contrer, on le laisse monter pour qu'il laisse les espaces, pour qu'on puisse en profiter. Donc, ils ont anticipé déjà sur la force de l'équipe. Est-ce que Chevalier va anticiper sur la force de l'expérience et puis tout simplement profiter de cette force-là et en faire leur faiblesse? Voici l'un des points d'interrogation. Tout le monde a dit ici sur le plateau qu'il faut marquer pendant les 15 premières minutes. Pourquoi? On sait très bien que les Maghrébins, à l'entame de la rencontre, ils pressent énormément. Les 15 premières minutes, ils vous pressent. Ensuite, ils vont laisser les 30 minutes dans la gestion. Garder leur souffle. Ils reviennent en deuxième mi-temps, les 15 premières minutes et les 15 dernières minutes. Donc, ils jouent intensement pendant 45 minutes et ils gèrent 45 minutes. Et si la SEC décide de les contrer durant ces 15 premières minutes, leur intelligence tactique peut les emmener à se dire pendant les 15 premières minutes, on ne va pas essayer d'aller au duel avec ces gars. Ils sont chez eux, c'est leur atmosphère. Et ils sont plus physiques que nous. Ils peuvent nous faire très mal. Essayons de nous mettre dans une disposition défensive pour les contrer. Au bout des efforts, s'ils n'arrivent pas à marquer, ils vont tenter de respirer. En ce moment, on va sortir pour presser. Parce qu'ils ne vont pas rester figés dans un schéma type. Puisqu'ils savent qu'on les attend sur ça. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une rencontre où l'intelligence tactique va beaucoup agir. Le flair de l'entraîneur. Il faut qu'il ait cette capacité en pleine rencontre, au vu du dispositif adverse, de dire par exemple à un défenseur central, va créer le surnombre sur le côté, à un milieu de terrain, va te positionner ainsi. C'est sur ça que ce genre de rencontre-là se joue. Parce que ces deux formations-là jouent pratiquement leur saison sur cette rencontre. Donc j'estime qu'à la SEC, il y a suffisamment d'intelligence. Et surtout, l'un des éléments forts de la SEC, c'est que cette équipe est composée de joueurs de très grande expérience. Ce qui avait manqué à la SEC sur les premières campagnes, les deuxièmes campagnes et les troisièmes campagnes africaines, la SEC a su les compenser dans le temps. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, comme le docteur l'a dit, à Monastir, sur certains stades où la SEC est partie perdre des ultimes minutes, aujourd'hui, ces garçons-là ils ont appris à voyager, ils ont appris à gérer leurs émotions à l'étranger et on a pu se rendre compte à Rades et également chez eux, ils ont appris à gérer leurs émotions. Moi, je me rappelle du premier match de la première campagne avec Foli Ayayi, c'était face à l'équipe guinéenne d'Oroya, où il avait commis une erreur qui avait empêché la SEC d'aller en Champions League. D'accord. Et depuis, ils ont arrêté ça. Donc, je me dis que demain, ça devrait passer. Moi, je leur fais entièrement confiance. Maintenant, ce sera à eux, dans l'animation du jeu, de pouvoir créer cette différence. D'accord, très bien. Nous avons un appelant, M. Kwaku Hervé, qui nous appelle de Mans. Bonsoir, M. Kwaku. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute. Que doit faire Julien Chevalier pour assurer la qualification des Mimos? Bon, moi, je pense qu'il doit motiver ses joueurs à se battre, relever leur morale, afin qu'ils puissent être dans le jeu du début jusqu'à la fin. Qu'ils ne soient pas... C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens ne savent pas que les matchs du championnat avec les compétitions internationales, c'est différent. Bien vrai, la SEC, ça ne va pas dans le championnat, mais quand ils arrivent dans la compétition internationale, le jeu de la SEC avec celui de la compétition locale, ce n'est pas le même. Donc, qu'ils motivent ces gars
qu'il motive ces gars, qu'il relève leur morale pour qu'ils puissent passer ces caps. D'accord, très bien. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Kouakou Hervé. Merci beaucoup. Par rapport à la question LGT, justement, que doit faire Julien Chevalier pour assurer la qualification? Écoutons le public sportif ivoirien. Pour ce match retour, le technicien français doit attaquer en multipliant les occasions. Il doit mettre de bons joueurs, des joueurs qui peuvent marquer dès les premiers instants du match. En défendant face à une équipe expérimentée de l'expérience de Tunis, la SEC va réduire ses chances de qualification. Au premier match, nous avons vu que nous avons eu un nul en Tunisie. Voilà, il y a eu quelques difficultés au niveau de l'équipe. Donc, ce que nous allons demander ici au coach, nous allons plus lui demander de travailler un peu dans le milieu de l'équipe. Voilà. Parce que bien même qu'il y ait des défenseurs, qu'il y ait de bons attaquants, si les milieux n'arrivent pas à récupérer, ça sera très difficile. Moi, je pense que l'entraîneur de la SEC Mimosa n'a pas d'autre choix que de lâcher ses garçons demain. Il n'a pas d'autre choix que de jouer l'attaque parce qu'il a reçu le coup qu'il voulait en Tunisie. Il est allé, il est revenu avec le match nul en jouant très bas. Il a eu seulement que 20% de possession de balle avec 4 tirs, un seul tir cadré. Donc demain, c'est à domicile, c'est devant son public, les supporters, les actionnaires seront là demain. Ils sont en train d'acheter les tickets, s'arracher les tickets. Donc ils seront là demain, ils vont pousser l'équipe. Donc il n'y a pas d'autre alternative. Le plan A, c'est le seul plan, c'est d'attaquer. Voilà, le mur jaune, moi j'ai bien envie de vous entendre. Hein. Donnez-nous un peu de punch, un avant-goût pour le match de demain. On vous écoute, s'il vous plaît. Quand la SEC joue, il y a l'ambiance au terrain. Quand la SEC joue au terrain. Quand la SEC joue, c'est le jeu au terrain. Quand la SEC joue, c'est l'ambiance au terrain. Mouillé maillot, le mijono, mouillé maillot, Mimo est là-haut, Mimo va gagner, le mijono est là-haut, ambiance Mimo. Quand la SEC joue, il y a le jeu au terrain. Quand la SEC joue, il y a le jeu au terrain. Mouillé maillot, Mimo va gagner, mouillé maillot, Mimo va gagner, Mimo. Mimo, Mimo, Achone, Mimo est là-haut, Mimo, Mimo, Achone, Mimo est là-haut, Mimo, Achone, on n'abandonne jamais, Mimo, Achone, on n'abandonne jamais, Mimo, Mimosa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est mon équipe. Le plus jaune de lui, hein. Il ne peut plus s'arrêter là. Mimosa, c'est mon équipe. Donnez-moi là, c'est mon maillot. Avec Mimo, avec Mimo. Ah, c'est mon équipe. Donnez-moi là, c'est mon maillot. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup aux membres du Mur Jaune donc, présents ici sur le plateau de la Grande Team. Bon, on est pratiquement au terme hein, de cette émission. Je pense que la question LGT que doit faire Julien Chevalier pour assurer la qualification, on a pu avoir des éléments de réponse sur le plateau et aussi en dehors du plateau avec le public sportif ivoirien. Maintenant, je vais vous demander à chacun, coach Koleya, vous voyez que je tiens mes promesses, votre mot de fin justement par rapport à cette rencontre de demain match. Hein, je vous le rappelle, qui sera diffusé sur les antennes de la 3 demain 20h, je crois, prise d'antenne Henri Joël, prise d'antenne. Le match à 20h, oui, prise d'antenne. Oui, 19h. C'est 19h. D'accord. Non, coach Koleya, vous avez déjà parlé, non? Bon, une seule phrase. Allez-y, oui. Okay. En une seule phrase, ce que je peux dire rapidement, c'est que moi, j'ai confiance
au staff de la SEC. Je sais qu'il y a des compétences locales autour des chevaliers. Je vais citer coach Félix, qui est un grand analyste vidéo. D'accord. Et je sais qu'ils ont plusieurs fois revu les vidéos de cette équipe. Et je suis sûr que demain, la SEC va casser la baraque et la SEC va se casser. Merci beaucoup, coach Koyaya. Dago Charles. Moi, demain, comme je l'ai dit tantôt, je souhaite qu'on surfe sur notre victoire de la CAN et donc voir des supporters de l'Africa Sport avec le drapeau de l'Africa Sport, le vert rouge, ceux du stade d'Abidjan, ceux du Stella et autres dans les tribunes. Ce serait vraiment très, très intéressant. Et puis voilà, je suis fort de cela. On va tous pousser la SEC à gagner. D'accord. Henri Joël? Il faut se rendre au stade. Voilà, on a parlé du coach Chevalier, on a parlé des responsables. Au niveau des supporters, il faut aller au stade, il faut aller encourager cette équipe de la SEC. Il a parlé de ceux des 4 grands clubs, hein. Mais moi, je dirais même toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire, tous les petits clubs même qui viennent d'arriver, qu'ils envoient leurs joueurs même soutenir cette équipe de la SEC pour qu'on puisse avoir cette victoire-là, hein, voilà, pour pousser la SEC à la victoire. Même si l'Asie a battu la SEC, il faut quand même aller soutenir la SEC. Carton jaune pour Henri Joël. Oui, Jean-Philippe, vous voulez dire quelque chose? Une seule phrase quand même. Ouais, bonne chance aux jaunes et noirs demain. Voilà, bonne chance aux jaunes et noirs. Et on va terminer avec Dr Kane, oui. C'est un contre-cœur. Merci bien, Marie-Christine. Oui. En fait, d'abord, je voulais vous transmettre les salutations du président du conseil d'administration de la SEC Mimosa et les salutations aussi de Taïro Franck Timothée, président du Sénaco, parce que ce que vous faites, c'est ce que j'appelle la promotion du sport local. Et vous nous permettez, comme ça, de communiquer avec le pays profond à partir de vos locaux. En tout cas, nous vous remercions parce que cela nous permet de booster aussi notre capacité de mobilisation. Merci à vous et merci au groupe. Mais si vous permettez aussi, je voulais finir en énonçant quelques points de vente. Voilà, pour les supporters rapidement. On a la mairie de Dabobo, où on vend des tickets, la mairie d'Adjamé, la mairie de Yopougon, la gare Bakongo à Koumassi. On a aussi Yopougon Koweït, on a Abobo Gendarmerie, on a Yopougon Koweït, Abobo Gendarmerie, et puis la mairie. On a le terminus 81-82 à Angers, et puis on a aussi Saint-Jean. Bon, c'est 11 points, je n'ai pas toutes les trucs en tête. Et puis en plus, pour ceux qui ont des informations relatives à toutes ces choses-là après l'émission, parce que ce n'est pas tout le monde qui pourra suivre la rediffusion. Je voulais donner le numéro du président du secrétaire général du Mur Jaune. Donnez rapidement parce qu'il nous reste quelques secondes. Il s'appelle Camille Conan. Oui. Voilà, son numéro, c'est le 07 58 00 94 64. 58 et 07 58 00 94 64. Voilà, il pourra répondre à toutes les préoccupations. Et la dernière phrase. Voilà. Vraiment, je demande au public sportif ivoirien de venir soutenir la Côte d'Ivoire, de venir soutenir la SEC comme on a supporté les éléphants pendant la CAN, afin que le club qui aujourd'hui constitue la locomotive du football local puisse glaner sa 2e étoile de la même manière que les éléphants ont glané leur 3e étoile. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Kane Metou, responsable comité national d'action et de coordination. Voilà, le match de l'ASEC Mimosa face à l'Espérance de Tunis aura lieu donc en direct demain sur les antennes de la 3 à 20h, prise antenne 19h30. C'est la fin de la grande team ce soir. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Je vous souhaite un bon début de week-end. Merci beaucoup, très chers consultants. Et puis on se retrouve lundi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.